Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau podcast en ligne, le podcast Chrysalis qui concerne... Le yoga et la sophrologie. Je suis avec... Margot, enchanté Margot, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute, merci à ceux qui suivent ce podcast, merci à ceux qui nous ont envoyé des messages en particulier, en privé, on adore. On prend du temps pour vous lire, ça nous permet de faire évoluer aussi le contenu en fonction de vos retours. Donc merci infiniment pour ceux qui gardent une oreille attentive à ce que nous proposons en effet. Aujourd'hui, je vais terminer tes phrases. Je pense que ça va être plus facile pour toi. On va commencer par faire un petit débrief de la dernière séance que nous avons effectuée avec Chrysalis. C'était la séance numéro 3. Pour commencer, c'était intéressant de voir cette fois-ci que le groupe maintenant se connaît mieux. L'ambiance est plus fluide entre tout le monde. On est arrivé dans un mood un peu fatigué quand même. Moi je sais que j'étais en retard avec un autre élève, parce qu'on venait juste de terminer. Et on a décidé de rebouger l'heure pour adapter à tout le monde. Et c'était intéressant parce que quand on s'est posé, je pense que certains attendaient plus de yoga, d'autres attendaient rien en particulier, ils étaient disponibles et ouverts à ce qu'on allait donner naturellement. Donc j'ai été satisfait de voir qu'il y avait encore des petites attentes, mais une grande confiance de la part de tout le monde. On a commencé sans trop tarder, parce qu'on avait déjà beaucoup attendu, tout le monde attendait qu'on arrive. Donc on a commencé et du coup c'est toi qui as ouvert le bal avec la sophrologie. C'était intéressant parce que ça permettait de se recentrer, vraiment. Quand j'ai passé du coup moi toute la journée à me poser un peu des questions, savoir, parce que la pratique que j'avais à transmettre, c'était pas un truc que je maîtrisais énormément. Ça fait partie des outils, on l'a déjà dit, mais je sais pas si on l'a dit dans le podcast, ça fait partie des outils que on n'utilise pas trop. Enfin, on a des outils, toi et moi, qu'on n'utilise pas trop. Et moi, pour ma part, ce soir-là, c'était un des outils que j'utilise le moins, mais qui est très efficace. Et du coup, quand j'ai passé la journée, ou même les 2 jours avant, j'étais dans un mood un peu... Il y avait des choses qui bougeaient, il y avait des choses qui se réajustaient, et je savais que même ce pranayama, donc l'exercice de respiration qu'on allait faire, allait me faire bouger aussi. J'étais un peu dans l'appréhension, quoi. Mais la partie sophrologie avant a permis juste ce qu'il fallait pour me mettre bien. J'avais travaillé beaucoup l'après-midi aussi pour reprendre cette respiration. Et quand je suis arrivé du coup dans la sophro, j'étais prêt, j'étais détendu, j'ai bien suivi, c'était fluide. J'ai vu, il y en a une, elle s'est adossée contre le mur. J'ai voulu tenter. Une fois adossée contre le mur, je perdais plus facilement le fil. Et je me rendais compte que la posture assise, vraiment sans dossier, elle me permettait d'être plus alerte quand même. Parce qu'on recrute plus d'énergie pour maintenir la colonne alignée. Et je pense que la colonne, elle est en lien avec tous les nerfs qui connectent au cerveau. Et le cerveau qui transmet du coup l'information à tout le reste du corps. Donc maintenir cet axe pour moi bien aligné, c'est maintenir une sorte d'éveil. Et, et en fait, quand je l'entends comme ça, là, je me rends compte qu'il y a des fois où on est voûté, où on est mal appuyé, ou peut-être que sur une jambe ou sur un côté. Et il n'y a qu'une partie de ce dos, de cet axe principal qui est actif. Et donc du coup, il y a aussi que certaines parties dans notre cerveau qui fonctionnent, quoi. Et on commence à perdre l'habitude d'avoir une vision complète et entière de nos pensées, de nos schémas de pensée plutôt, de comment ça fonctionne à l'intérieur. Du coup, c'était intéressant de retrouver cet axe pendant la pratique. Et une fois cet axe retrouvé, très vite, ça a été mon tour de donner la pratique. Je l'ai fait durer sur plusieurs cycles. C'était un standard pour ceux qui seraient sensibles sur les pranayamas, parce que c'est une respiration qui est assez dynamique. Dans la continuité, je pense qu'il y avait un bon effet de groupe. Vu que c'est une respiration dynamique un peu compliquée, pour l'intégrer, il fallait quand même être assez concentré. Donc on sentait que des fois, certains pouvaient perdre le fil, mais je trouve que de manière globale,
tout le monde a bien capté le truc sur les derniers cycles et du coup ça m'a fait me dire que j'avais bien fait de faire durer sur autant de cycles, sur autant de temps. Et l'effet de la pratique m'a rappelé à quel point c'était intense, ça bougeait beaucoup de choses, ça réactivait l'énergie très intensément et ça permettait de se sentir un peu plané mais aussi très vivant. Et du coup j'étais là en mode ok, je pense que j'avais besoin de ça. C'était une respiration dynamique, intense mais qui purifie en fait. Et à la fin de cette respiration dynamique intense qui purifie, j'avais une méditation qui me trottait dans la tête que j'avais fait il y a pas longtemps pour moi, pour mes soucis perso. Et je me suis dit, pour contrebalancer, il me reste quoi, 5 minutes, je vais la faire pour tout le monde. Et je pense que tout le monde a été réceptif. Et moi, ça m'a fait trop du bien de la partager. Pour l'aspect pratique, déjà, il y avait un peu tout ça, sans dire que c'était bien ou mal. C'était très intéressant de se confronter à quelque chose dont on a moins l'habitude et d'aller de manière plus vive dans le sujet. Et après, au niveau du partage des vécus qu'on a eu derrière, avec l'échange qu'on a eu avec les gens, j'ai été surpris de voir que beaucoup avaient très bien compris, que même d'autres avaient voulu en faire plus. C'est vrai que j'avais fixé un standard pour pas qu'il y en ait qui aient des vertiges ou des trucs comme ça. Le standard que j'ai fixé était bien parce qu'il y en a un ou deux, ils étaient en mode ouais, je me suis senti un peu voilà, planant ou nauséeux, ce qui est normal quand on active son énergie comme ça. Et les autres, la plupart, ils étaient en mode ouais, moi putain, j'aurais pu en faire plus, plus, plus. Et je pense que c'est parce qu'il y en a, ils ont ressenti la qualité de cet outil qui vise à purifier, et il y en avait qui avaient besoin d'évacuer le mental, de nettoyer. Donc c'était très intéressant sur ce point de vue-là. Le partage des vécus, du coup, a été enrichissant parce que je ne m'attendais pas à des retours comme ça. Et c'est là, après que je leur ai partagé, que c'était des outils que moi j'utilisais moins, mais qu'on s'était mis d'accord avec toi pour donner des outils qui, des fois, sont pas ceux qu'on utilise, mais qui pourraient être utiles à eux. Donc voilà. Voilà pour ce premier partage. Et je t'invite du coup, à ton tour, à nous faire part, Margot, de comment tu t'es senti et de nous faire un petit débrief de cette séance numéro 3. Effectivement, pour cette séance, du coup, t'es arrivé un peu en retard avec un des élèves. Et du coup, je suis restée avec les autres élèves pendant 20 minutes à peu près. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup parlé pendant ce temps-là. Ah ouais. Et on a beaucoup parlé de la respiration aussi. La respiration qu'on a au quotidien. Et du coup, j'ai donné pas mal d'apports théoriques que j'avais eu en cours de sophrologie. Et certains élèves ont aussi partagé leurs apports théoriques concernant la respiration. Donc ça a été super intéressant. Voilà, pendant 20 minutes, on a parlé de ça. Et après, vous êtes arrivés, on a directement plongé dans la pratique de sophrologie d'abord. Donc, c'était une pratique qui nous permettait de prendre conscience d'un phénomène de notre quotidien. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. C'était vraiment pour une prise de conscience. Et ça nous permettait aussi de plonger un peu dans nos souvenirs, utiliser nos capacités mnésiques, donc faire travailler notre mémoire, de capacités de visualisation aussi, parce que c'est pas toujours simple de se remémorer des souvenirs. Et là, en partie, c'était une journée habituelle. Voilà, on devait se souvenir, donc ça a travaillé pas mal de capacités. Et par la suite, du coup, effectivement, tu as proposé ta pratique de dynamique voilà, de respiration. Et c'était très intéressant parce que moi, j'adore cette pratique. J'adore. Et d'ailleurs, je l'ai pratiquée le lendemain dès le réveil. Et j'ai vu aussi que tous les élèves étaient vraiment à fond. Enfin, on entendait du coup les respirations de chaque élève et c'était impressionnant cette énergie qui circulait dans la pièce à ce moment-là. Et j'aurais même voulu que ça dure plus longtemps encore. Donc voilà, du coup j'ai pratiqué dès le lendemain et je pense que je vais le faire souvent. Et voilà, et c'est vrai que le partage des vécus à la fin était très intéressant. On a fait le ballon de parole. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, on a pris... Je n'en ai pas parlé. lors du dernier podcast, on a parlé de l'écoute. Et c'est vrai que c'est important en fait que chacun puisse avoir un temps de parole qui lui est dû à un moment où personne d'autre va parler sur ses mots. On l'a dit en plus dans Voilà, le podcast. c'est ça. On l'a dit, on va faire tourner le ballon de Wild. Mais tu Voilà. l'avais dit et du coup c'est pour ça la chose qu'on a dit dans le podcast.
Exact. Bon, là, on l'a exécuté. Donc c'est comme un bâton de parole, sauf que là c'est un ballon de parole. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il faut lancer le ballon à la personne de notre choix, voilà, pour qu'elle partage son vécu. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas du coup qui va passer après chaque personne. Donc on n'est pas en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire, voilà, etc. Donc on est beaucoup plus à l'écoute des autres aussi à ce moment-là. Et aussi totalement prêt à recevoir la balle. Donc on est toujours en état d'alerte, en mode ok, c'est bientôt à moi de parler, réceptivité et de présence. On est totalement présent, on n'est pas dans la lune pendant que quelqu'un nous parle. On est vraiment à l'écoute de cette personne. Et voilà, je trouvais ça très rigolo de faire le principe du ballon de parole. Enfin, voilà, j'ai adoré cette pratique. Il me tarde déjà d'être la semaine prochaine, de retrouver le groupe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette séance qui s'est déroulée mercredi dernier. Merci beaucoup Margot, donc c'était intéressant comme partage. Moi je voulais revenir juste sur un aspect de ta pratique dont je me suis souvenu après. T'as ciblé un truc en particulier qui était ce qu'on préférait, sans en dire trop. Et à ce moment-là, il y a juste là que je me suis dit, ah mais c'est marrant parce que à tel moment ça va être ça que je préfère, à tel autre moment ça va être ça que je préfère. Et donc j'arrivais pas à me décider là-dessus. Et je me rendais compte au final d'un sentiment commun à tous ces moments que je préfère. Et c'était un sentiment qui me met en amour en fait avec ce moment. Et je me suis dit, bah du coup, je peux arriver à générer de l'amour pour tel moment, mais d'un coup, le lendemain, ça va être différent, ce sera un autre moment, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je préfère finalement, c'est être dans ce sentiment, et ça a été plus facile après de comprendre là où tu as amené la chose. Du coup, c'était intéressant pour ça, je voulais te le partager avant qu'on clôture vraiment le débrief. Voilà pour ce petit débrief de la séance Chrysalis. On sait que, bon, on vous explique pas tout, donc du coup, il y a des fois des moments où vous pouvez vous dire, mais de quoi il parle ? C'est fait exprès, mes chers. Et si des fois vous voulez qu'on échange plus en profondeur, ou même partager votre vécu et échanger avec nous, ou peut-être avec d'autres personnes qui participent au programme ou des trucs comme ça, on va ouvrir dans pas longtemps un channel Discord où tout le monde va pouvoir rejoindre ce channel. Donc ce sera juste le channel qui est en rapport avec mon studio HMK. Mais dans ce channel, il y aura du coup un salon textuel pour Chrysalis avec des partages à ce sujet et un salon vocal pour que les gens qui participent à Chrysalis puissent se regrouper dedans, si nécessaire. Donc voilà, si vous avez besoin, on mettra le lien de ce Discord en description de cette vidéo et sur les liens correspondants. Si vous écoutez du coup sur Spotify ou sur d'autres plateformes, ce qui risque d'arriver parce que je vais mettre tous les podcasts aussi sur des plateformes comme Spotify, et bah, du coup si vous écoutez là-dessus, on vous donne rendez-vous sur Instagram @hmkyoga ou ms.sophrologue pour trouver les liens correspondants soit sur la plateforme Discord, soit pour la chaîne YouTube. Donc, on va enchaîner. Il y a un aspect aussi sur lequel j'aimerais revenir, du coup, qui est quand même bien ressorti cette semaine. On a parlé, je sais pas, de nouvelle lune, mais plus que ça, moi, c'est vrai que je suis pas friand de ce genre d'histoire ou du fait de justifier mon état par rapport à la lune ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une énergie globale, un truc qui circulait dans cette semaine, qui nous mettait en lien avec ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression que ce qui nous entoure aujourd'hui bouge à une vitesse de plus en plus exponentielle. Et j'avais besoin de rester connecté à mon corps et donc à un aspect plus naturel de moi-même. Donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la nature. La nature sous toutes ses formes. Ça peut être la nature, comment on la voit à l'intérieur, ça peut être le rapport qu'on a globalement à la nature avec l'extérieur. Ça peut être les plantes qu'on a chez nous, ça peut être les escapades qu'on fait en nature quand on s'immerge profondément dans la nature. Et on va juste parler brièvement de notre rapport avec la nature, Margot et moi, et on va vous expliquer comment nous on interagit avec, si ça a toujours été comme ça ou non. Et à la fin, on vous donnera peut-être 2-3 conseils ou 2-3 tips sur comment aller vers cette part de vous qui est tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et qui est très très importante à écouter. Je pense que c'est aussi en lien avec les podcasts qu'on a fait avant. La nature, elle vous demande autant d'écoute que de discipline,
que de bien situer vos valeurs, parce que la nature, elle représente à elle-même toute une valeur en fait sur cette planète. Elle représente, elle est l'exemple même de la discipline. Une plante qui pousse et qui va vers le ciel, elle est dans une certaine constance, comme on a beaucoup évoqué dans le podcast de la discipline. Ça montre qu'ils ont une direction, généralement, les éléments de la nature, et que cette direction, ils la gardent et ils y sont fidèles. Euh, et, euh, et il y a aussi, du coup, l'aspect de l'écoute. La nature s'écoute, la nature est à l'écoute de ce qui l'entoure. Ça peut être de l'aspect le plus primitif, elle est à l'écoute des prédateurs, de l'environnement, du chaud, du froid, des tremblements de terre, des trucs comme ça. Et elle est aussi à l'écoute d'elle-même, de la survie de l'espèce, de ce qui est inscrit dans ses gènes. Et, euh, et, euh, et en ça, c'est déjà très intéressant, parce que tous les sujets qu'on a abordés peuvent être mis en lien avec la nature. C'est un sujet très vaste que je pense qu'on va réutiliser plusieurs fois dans ce podcast au cours de l'année. Peut-être qu'on va parler de la nature là, maintenant, mais qu'on en reparlera dans la prochaine partie et encore, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on réaborde certains sujets des fois, et on dit jamais la même chose, où on a toujours un œil un peu neuf vis-à-vis de ça. Alors pour commencer, on va juste vous faire un débrief de, du contexte dans lequel Margot et moi on a évolué. Pour commencer, moi j'ai vécu en Ardèche, dans une ville qu'on appelle Privas. Et c'est assez intéressant parce que le rapport que j'avais avec la nature, c'était des balades en forêt le week-end. On est une grande famille, donc on est 5 enfants avec du coup nos 2 parents, on était 7. Et s'il s'agissait d'aller à la mer ou des trucs comme ça, c'était toujours une grande entreprise, quoi. Il fallait qu'on se prépare de ouf, que de juste aller se balader de temps en temps en forêt, ça on le faisait plus souvent. Et, euh, et le premier rapport que j'ai vraiment avec ça, c'était moi quand j'étais petit, dans les années 2000, parce que je suis né en 95. Dans les années 2000, il y avait vraiment le Seigneur des Anneaux qui sortait et tout, donc j'avais 6 7 ans. Et quand j'allais en nature, j'avais l'impression qu'il y avait des orques dans les forêts et il fallait que je les chasse et que je me prenais pour un elfe, quoi. Donc tout ce lore-là, il a construit un peu la vision que j'avais, le rapport un peu mystique que j'ai avec la nature. J'avais l'impression que les arbres, ils pouvaient se lever et marcher comme les ents. Donc très petit, je suis pas le seul, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont mon âge qui s'identifieront facilement à ce côté-là et à ce rapport-là. Et je pense que plus on est un homme qui a été entouré de nature, un homme ou une femme qui a été entouré de nature au moment où il y avait toutes ces histoires qui sortaient au cinéma et tout, plus on a ce rapport un peu mystique en mode ah ouais, t'imagines, si on pouvait faire de la magie, si on pouvait, voilà. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai gardé sans aller trop dans la nature. J'étais juste entouré de nature quand j'étais à Privas. J'ai grandi, j'ai mûri, et très vite après, plus on grandit quand on est dans un endroit loin des villes comme ça, plus quand on arrive au lycée, enfin collège, lycée, on est entouré de jeunes qui ont qu'un seul objectif, c'est partir en fait. On est tous là en mode ouais, bon, on fait chier, on est encore là, j'ai envie de me casser, j'ai envie d'aller à Lyon, j'ai envie d'aller à Grenoble, j'ai envie d'aller au moins à Valence, des endroits où il y aura plus de monde, où ça bouge plus, même à Montpellier. Et donc j'étais entouré un peu de ça et j'étais un peu dans le même état d'esprit, quoi. Je suivais parce que j'étais avec tout le monde. Et il se trouve que j'ai redoublé après ma terminale. Quand j'ai redoublé ma terminale, je me suis retrouvé un peu bloqué avec tous les potes qui sont partis, entouré toujours du même décor. Et ça faisait quelques temps que je m'intéressais au développement personnel, ça fait déjà 2 ou 3 ans. J'avais commencé le pranayama au lycée, donc les exercices de respiration, j'avais commencé là parce que je voulais m'améliorer sur la natation. J'avais des points de côté très souvent, donc le pranayama, la respiration, ça m'a beaucoup aidé à régler ça. Mais très vite après, pendant l'été, on allait sur la côte ouest et vu qu'on était moins, parce que moi j'étais plus grand, on était moins d'enfants à gérer, donc on pouvait se permettre des vacances plus élaborées. Donc j'ai connecté avec d'autres parts de nature, l'océan, les trucs comme ça. Et quand je suis revenu en Ardèche, je voulais continuer de travailler cette connexion. Et ma mère, elle m'a dit, bah, fais de l'aïkido, rien à voir. Mais au final, l'aïkido, ça m'a permis de comprendre comment connecter avec un être humain, avec son fonctionnement, et ses positions, ses déplacements. Et je trouvais qu'il y avait un aspect très naturel dans le fait d'appliquer l'aïkido. Donc le premier rapport finalement qui m'a ouvert l'esprit sur la nature, ça a été un rapport au corps. Et je pense que j'avais pas le choix, que ça parlait beaucoup de mon passé aussi avec l'hémophilie. Donc quand j'ai redoublé,
J'étais en terminale, j'avais tout un contexte autour de moi. Et très vite, vu que je m'intéressais au développement personnel, à l'aïkido, que je commençais à me connecter un peu aux autres autour de moi et à la nature qui m'environnait, je lisais aussi des livres comme Laurent Gounel. Je vous mettrai les liens et les références si vous avez besoin. Mais il y en a un qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre. Et dans cette histoire, le personnage principal, au début, il pète un câble, ensuite il va un peu partout et il connecte d'une certaine manière avec la nature. Et il y a beaucoup d'enseignements qui sont sympas au niveau de la biologie. Donc j'avais été un peu aspiré par ça, par comment la nature réagit, comment elle développe son intelligence, parce que c'est vrai que les plantes, tout ça, elles sont très intelligentes et elles ont leur comportement bien à elles, et même toutes les espèces. Et donc quand j'étais en Ardèche, j'étais plongé un peu dans toutes ces choses, et j'avais pas le choix que de retaper une dernière année loin de toutes les personnes que je connaissais. Et finalement, j'ai eu quelques potes cette année-là. Ça a été les meilleurs amis que j'ai jamais eu de toute ma vie. C'est d'ailleurs encore mes amis aujourd'hui. Ça fait partie des personnes que j'aime le plus au monde. Et en plus de ça, autour, je me disais, putain, mais il y a plein de sentiers autour de chez toi. Finalement, bon, tu y es jamais allé, quoi. Et je suis allé marcher, et tout seul, parce qu'en fait mes parents ils m'emmenaient toujours loin, dans des endroits où c'est intéressant de voir la forêt, mais ils allaient pas forcément me montrer les sentiers qu'il y avait autour de chez nous, parce que pour eux c'était des choses vues et déjà vues. Mais en fait ils nous avaient pas montré ça forcément quand on était petit. Et moi tout seul, du coup, j'ai commencé à aller dans les sentiers, à me balader, à monter un peu sur les montagnes et tout. Et c'était intéressant de voir l'endroit où je vivais, parce que Privas, il y a deux espèces de vallées qui passent autour d'une montagne, ça fait une espèce de cuvette autour de Privas. Et quand je montais au-dessus d'une montagne, je regardais et j'avais un plan de vue de haut de l'endroit où j'ai vécu pendant longtemps. C'était comme prendre du recul sur tout ce que j'ai vécu ici. Et le contact, il était énorme. J'étais en mode, oh, waouh, ça fait du bien. J'ai monté pendant 5 heures cette putain de montagne. J'ai pris mon temps. Et j'arrive en haut. Et je suis là en mode, trop refait. Genre, il y a un cadeau, un truc qui se passe. Et ce cadeau, il est pas matériel. C'est vraiment, il n'y a que la nature qui peut nous offrir cette plénitude, quoi. Donc, quand j'étais dans cette connexion-là, je me suis dit, ok, c'est trop bien. Je sens que la nature, elle a la capacité de m'offrir une force, de m'alimenter, de me libérer aussi. Et j'ai besoin des rivières, des courants, de quelque chose qui file tout le temps, de quelque chose qui est en action dans les profondeurs. Et j'ai besoin aussi des fois de monter et de prendre de la hauteur et d'avoir une vision large et un calme perpétuel. Et du coup, ça m'a appris un peu comment être dans mes profondeurs, plus dans la fluidité et le laisser aller, et donc dans quelque chose qui circule constamment. Et quand après on prend de la hauteur et qu'on est perché un peu, accepter de voir les choses dans son ensemble pour avoir une vision globale. Donc on peut tirer vraiment des leçons comme ça de la nature, mais c'est chacun à son rythme et c'est chacun selon sa philosophie. Voilà un peu pour le premier rapport que j'ai eu. Et après, ça a évolué parce que dans l'idée, je suis parti finalement. Bah, après, j'ai fini par avoir mon bac et tout, et je suis parti à Montpellier rejoindre mon frère. Et quand je suis arrivé, lui, il vivait à la Grande Motte. Et la Grande Motte, en fait, c'est une ville qui est très récente. C'est une ville qui a été construite dans les années 60 sur des marais. Et donc, même si c'est très beau, très large, au début, j'avais vraiment cette impression de ville artificielle, quoi. Il y avait pas, même la nature était un peu artificielle pour moi. Il y avait des grands palmiers et tout, ça faisait un peu Miami, la Floride, mais en version faux, quoi. Et quand j'étais à la Grande Motte, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me disais, putain, non, je suis pas bien là. Il n'y a pas les reliefs, il n'y a pas les trucs qui me permettent de prendre de la hauteur ou de laisser circuler. Il n'y a qu'une mer plate, vide, et je me sentais pas bien. Et après, j'ai connecté avec le yoga 2017 et tout. Et là, du coup, j'ai rencontré les filles avec qui j'ai fondé le studio, Adèle et Agathe. Il y a des vidéos d'elles sur la chaîne, hein, si vous regardez, vous pouvez très bien savoir de qui je parle. Et ces filles, elles m'ont régalé parce que au niveau du contact avec la nature, elles avaient des plantes chez elles, donc finalement on a mis des plantes partout, là où on vivait, dans le studio. Et le rapport qu'elles avaient avec la nature, ou même avec les animaux, les chats, je trouvais qu'il y avait une facilité, un contact. Elles leur parlaient, elles étaient présentes avec ça. Et moi, c'est un truc que je savais pas faire. Et quand je les regardais faire, je me disais, oh, waouh, je veux arriver à faire pareil. C'est incroyable. Elles font ça naturellement. Elles déversent une certaine douceur, une certaine écoute qui est très attentive. Et tout ça, ça m'a débloqué un peu le fait de mieux me connecter. Pas attendre qu'il y ait le cadre nécessaire pour me connecter à la nature, et voir qu'avec le peu qu'il y a autour de moi, je peux créer ce contact.
Et ça, je l'ai compris quand même assez récemment. Et j'ai réussi à l'appliquer, à le mettre en application récemment. La nature, elle demande du temps, de l'attention, de s'intéresser même à la plus petite plante. Ça peut vous apporter grandement, je pense. Mais ce que je vous incite à faire, c'est d'aller voir des gens qui sont en contact de la nature et de voir avec quelle facilité et fluidité ils ont la patience pour interagir avec tout ça, comment ils se sentent bien quand ils sont dans leur jardin. Demandez à des gens qui ont un jardin justement comment ils font, si vous pouvez voir. C'est toujours très intéressant parce qu'on voit ce qui en découle. On voit que, quand je parle de patience, on voit que les gens ont établi ça sur une certaine durée et qu'ils ont vu tout grandir. Donc du coup, c'est pas que tout leur appartient, mais tout leur ressemble. Et le jardin qui grandit, tout ce qui pousse chez eux, c'est finalement, ça parle beaucoup d'eux et du temps qu'ils ont mis et investi dans cette chose. Et je trouve ça trop beau. La nature, elle peut refléter vraiment ce qu'on est. Quand on l'ordonne, quand on s'occupe d'elle, quand on cherche à refléter quelque chose, la nature, elle va vraiment être en accord avec ça. Je trouve que vraiment, c'est elle qui vient s'adapter et refléter un peu notre état d'esprit à sa manière. Donc voilà un peu pour un premier débrief de moi et de mon rapport à la nature et comment il a évolué. Comme ça, vous voyez un peu d'où je viens et de comment j'ai fait évoluer ça. C'est pas parce que j'ai été entouré de nature dès le début que j'ai été très connecté à la nature, c'est faux. Donc vous dites pas que... Essayez de pas vous dire, si vous vivez dans des grandes villes, que non, vous pouvez pas vous connecter à la nature parce qu'il n'y a pas ça. Non, il y a des gens comme moi qui ont vécu longtemps dans des endroits comme l'Ardèche et qui, même s'ils avaient ça toujours autour d'eux, ben des fois ils étaient en mode allez vite que je me casse. Et c'est une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont fait leurs études, qu'ils se sont dit ah mais non mais j'ai besoin de revenir chez moi en fait parce que je me sentais bien là. Et quand ils reviennent après, oui ils sont beaucoup plus connectés à tout ça. Mais ouais, si vous avez des fois des appréhensions ou que vous vous dites qu'il faudrait être entouré de nature, non, commencez par le plus petit possible. Voilà, je vous laisse pour ce débrief parce que c'était quand même assez long, j'ai parlé assez longtemps et c'était nécessaire. Et Margot, je te laisse la parole. Parle-nous un peu de ton rapport à la nature, mais surtout d'où t'es parti par rapport à ça et comment ça a un peu évolué dans les grandes lignes. Ok. Du coup, c'est drôle parce que je viens pas du tout du même milieu que toi. Moi, je viens de la banlieue parisienne, dans le 78. Je viens d'une ville qui s'appelle Sartrouville, voilà, sur la ligne A du RER. Donc vraiment en pleine banlieue avec que du gris, que du gris, que du gris, que du béton. Et j'ai eu une chance incroyable et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, c'est que j'habitais dans une maison avec un jardin. Un grand jardin et j'ai été élevée comme une enfant unique. Enfin, j'ai des frères et sœurs mais qui sont bien plus âgés que moi. Ma plus jeune sœur, elle a 10 ans de plus que moi, donc voilà, c'est une famille recomposée. Je suis l'enfant de la famille recomposée. La pièce rapportée. Voilà, je suis un peu celle qui a uni tout le monde peut-être, je sais pas. Mais ils étaient tous très grands, donc j'ai été élevée seule. Vous me coupez la parole, monsieur. Pardon. Donc j'ai été élevée seule avec mes parents. Et du coup, dans cette maison, il y avait un grand jardin. Et là, du coup, c'est ce que tu viens de parler, moi, ça m'a fait penser aussi à mon enfance, à mon rapport à la nature. C'est vrai que c'est pas quelque chose où j'ai beaucoup réfléchi, où j'ai eu beaucoup de prise de conscience dessus. Seulement à ce moment-là, je viens d'avoir des prises de conscience. Et en fait, mon père avait séparé le jardin en deux parties. Et il y avait une partie pour eux, donc avec les transats, voilà, la table, etc. Et il y avait une sorte de portail qu'il avait créé, et de l'autre côté, c'était mon jardin. C'était ma partie, et j'avais une cabane en bois. Et je passais mes journées entières, en fait, dans cette partie du jardin. Donc, il y avait un grand cerisier, la cabane en bois, une grande cabane, hein, vraiment. Et je pense qu'elle devait faire 15 mètres carrés, je sais pas, 10 mètres carrés. Et j'avais tout installé comme une maison. Et du coup, c'était ma petite maison. Et je vivais en fait comme si dans ma tête, je m'inventais des histoires où j'habitais vraiment à la campagne, dans cette cabane en bois. Bon, bien sûr, il y avait des balançoires, tout ça. Enfin, merci mes parents de m'avoir offert cette enfance qui est quand même assez dingue. Donc j'étais dans la banlieue parisienne et pourtant j'ai passé une enfance dans la nature, au contact de la terre, toujours pieds nus dans le jardin, à faire des compositions dans des seaux. Je prenais tout ce qu'il y avait, je faisais des mélanges, je touillais. La potion chimique. La potion. Ben voilà, c'est vraiment mon enfance, elle était dans ce jardin. Et par contre après bien sûr on devient ado
Et quand on dit un ado, on n'a plus du tout envie de faire des potions magiques dans le jardin et ni de jouer dans la cabane. Et en fait, j'ai délaissé cette partie du jardin que j'ai un peu rendue à mon père. Et du coup, après, mon père s'en est très bien occupé. Et à ce moment-là, adolescente, là, c'était que du coup la banlieue parisienne, la grisaille, le béton. Et j'ai été complètement coupée de la nature pendant une grande période, je pense, dès mes 13 ans. 12-13 ans, quand on n'a plus envie de jouer, quoi. De mes 12 ans à mes... jusqu'à temps que j'arrive à Montpellier. Donc, je suis arrivée à Montpellier à 18 ans. 19 ans. 18 ans. Il y a 18 ans? À 18 ans. Ah, 18. À 18 ans. Donc, j'ai quel âge? J'ai 26 ans. C'était il y a 8 ans déjà. Du coup, j'ai pas été du tout dans la nature pendant très longtemps. Donc, complètement coupée de ça. Je voyais que les arbres, quoi, dans ma ville, mais vraiment pas terrible. Et c'est en arrivant à Montpellier que j'ai redécouvert ce goût pour la nature. J'ai découvert la plage. Pour moi, la plage, c'est juste incroyable. Après la fac, avec les copines, on allait se baigner dans la mer. Mais moi, je trouvais ça fou. Parce que quand on vient de la banlieue parisienne, la mer, c'est que l'été. Genre, c'est 2 semaines l'été. Et encore, si on a de la chance, c'est même pas toujours le cas. Et juste de pouvoir aller à la mer après les cours, je sais pas, c'est quelque chose qui me rendait très, très, très heureuse. Et donc c'était surtout ce contact avec la nature, il était surtout avec la plage. Et c'est par la suite où il y a eu le Covid en 2020, où après même les commerces non essentiels étaient fermés fin 2020, où du coup on n'avait plus le droit d'aller boire des coups, de sortir en ville ou quoi. Et c'est là que je me suis reconnectée vraiment à la nature. Et j'ai découvert tout ce qui se passait autour de Montpellier. Avec une grande amie qui m'a tout fait découvrir les alentours. Et j'ai découvert une passion pour la randonnée à ce moment-là. Donc voilà, la randonnée, je sais pas si... en vrai, je raconte ma vie. Mais c'est là mon contact avec la nature, il s'est vraiment fait avec les randonnées, avec la beauté des paysages. Je me disais, mais c'est spectaculaire en fait. À chaque fois, j'étais ébahie par les paysages en fonction des saisons. Incroyable. Et du coup, j'ai fait 2 treks. J'ai fait le tour du Mont Blanc en 2021. Là, je me suis encore plus connectée à la nature. En plus, on traverse 3 pays à pied. Donc, c'est juste splendide. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire à tous. Si vous aimez marcher, le tour du Mont Blanc, c'est spectaculaire. Et là, ce contact avec la nature était encore plus fou parce que je connaissais pas du tout la montagne. Vraiment pas. Et on se rend compte que les paysages au-dessus de 2000 mètres, ça change beaucoup. Là, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien en fait de vert. Et pourtant, je sais pas, c'est encore plus beau, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Ah ouais, complètement. Et après, un an plus tard, j'ai fait la traversée du Grand Paradis. C'est le parc national du Grand Paradis. C'est un parc magnifique en Italie, qui est très peu connu. Et d'ailleurs, ça aussi, je vous le conseille de le faire, parce que si vous aimez la rando, c'est un peu plus difficile. Moi, c'était pas mon niveau, littéralement. J'ai beaucoup souffert pendant cette randonnée. Beaucoup, beaucoup souffert. C'est un niveau 4 quand même. Donc, dans le niveau 4, c'est-à-dire que niveau 5, c'est l'alpinisme. Et là, c'est vraiment le niveau juste en dessous de l'alpinisme. Donc, quand même, on est pas mal. Et là, c'était aussi splendide de dormir dans les refuges en pleine montagne. Je pense que ça a réveillé mon côté enfant qui dormait dans sa cabane dans le jardin. Non, je dormais pas dedans, mais je m'imaginais dormir dedans. Là, c'est un peu pareil, sauf que je l'ai vraiment vécu. Et j'ai rencontré vraiment la nature à ce moment-là. Parce que d'ailleurs, une fois, on parlait d'une anecdote. Moi, j'ai rencontré un renard pendant ce trek où j'étais très très fatiguée. C'était juste trop dur cette randonnée. On venait d'arriver dans un refuge et je me suis adossée contre un gros rocher face aux montagnes. Je me suis posée là et je mangeais des bananes séchées et je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Je suis au milieu de nulle part et c'est trop dur. Et à ce moment-là, il y a un renard qui est arrivé en fait, qui était pas loin. Bon, je pense littéralement qu'il a été attiré par la nourriture. Ce n'était pas par moi, mais il s'est approché et en fait, on a un peu joué. C'était très rigolo. Il était très joueur, il s'approchait et ça ressemble beaucoup à un chat. Un renard, ça marche comme un chat. C'est un peu peureux pareil. Quand on l'approche un peu, il part en courant, mais il sautille. C'est très rigolo.
Et il est resté avec moi super longtemps. Il a même fait sa toilette. Enfin voilà, il était posé, il s'allongeait. C'était un instant magique. Et du coup, rien que pour ça, je le referais, cette randonnée qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais voilà, c'était un contact avec la nature. En fait, quand on rencontre l'état sauvage comme ça, je l'ai rencontré vraiment à un moment où j'étais en plein doute, où je me disais mais que j'étais pas capable en fait de continuer cette randonnée. Sauf que je me retrouvais là au milieu de nulle part dans l'Italie. Et heureusement, j'étais pas seule, hein. C'était une randonnée, on était plusieurs. On était quand même un groupe de 8 personnes. Mais là, non, là, je me suis retrouvée quand même un peu seule à ce moment-là, j'avoue. Et bah, pas si seule que ça, vu que le renard est apparu. Et en fait, je suis restée peut-être 2 heures, 3 heures, je sais pas le temps. Je suis restée avec lui comme ça. Et... d'une connexion finalement autre que... Complètement, ouais, complètement. Dis-le. Ouais, j'avais besoin d'une autre connexion qu'une connexion humaine. Là, c'était vraiment une connexion avec l'animal, avec la véritable nature, en fait. Et je continue maintenant à aller aussi beaucoup en forêt. C'est ce rapport-là que j'ai avec la nature. Beaucoup. Parle de la photo que t'as. Ah, la photo? Ouais, j'ai la photo avec le renard. Il y a une amie qui était là, qui a pris une photo, de moi et du renard ensemble. On pourra peut-être la partager. Oui, on vous la met la photo, c'est intéressant. Parce que du coup, je l'ai vue. Mais on vous la met la photo, comme ça vous pouvez voir un peu une image de cette anecdote qui est quand même assez intéressante. Vous voyez, des fois, c'est souvent ça la nature. Quand je parlais de cette sensation de plénitude qu'elle peut vous offrir, c'est que souvent, dans des moments où vous êtes un peu dans l'abandon, il va toujours y avoir un truc dans la nature autour de vous qui sera susceptible de vous refléter un aspect qui est soit de la persévérance, soit du jeu, soit de l'amour, soit d'une belle vision. En fait, la nature, elle va toujours vous renvoyer un truc qui va vous aider à avancer. Que par contre, quand vous êtes en ville, si vous n'allez pas bien, à l'inverse, vous allez avoir des tas de signaux qui vont vous donner l'impression de manquer. Des panneaux en mode la nouvelle tondeuse à moins 50%, des trucs en mode des super prix attractifs, venez goûter le dernier truc du boucher. Et en fait, on est sans arrêt entouré d'infos en ville qui partent du principe qu'on manque de ce dont les commerçants peuvent nous combler en fait. Tout cet aspect-là en ville des fois est trop présent, il donne trop l'impression de manque que quand on est dans la nature elle nous propose pas d'acheter ou d'avoir un truc qui nous manque, elle est toujours là en train de nous refléter finalement un aspect de nous qui est très complet, qui s'inscrit juste dans la continuité de ce qu'il est. Et ça je trouve ça intéressant, surtout que tu aies eu cette connexion avec un animal. Parce que moi, j'ai jamais eu un renard qui est venu vers moi comme ça. Je pense que d'habitude, même quand on est en groupe, ils se tiennent à l'écart des humains. Et peut-être que tu es tombé dans un endroit où finalement l'affinité elle s'est faite assez naturellement. Puis même toi, tu étais dans un état peut-être d'ouverture et de disponibilité qui a fait que tu as pu passer un moment dont tu avais besoin. Donc finalement, il n'y a pas de hasard avec ce que vous trouvez dans la nature des fois. Ça peut être juste une plante, un champignon, un truc, et ça vous rend heureux, vous savez pas pourquoi. Mais ça a du sens. Et c'est ce genre de sens qu'on a un peu perdu avec la ville et tout le concret qu'elle nous amène, parce que du coup on a oublié un peu cet aspect subtil qui des fois peut nous combler. On cherche à se combler via des choses que concrètes et matérielles. Alors que quand on connecte avec la nature, on arrive à s'épanouir avec des choses qui sont plus éphémères. La nature, elle a énormément à nous apporter. Et d'ailleurs, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres sur la nature, sur la forêt. Et le fait de marcher pieds nus en forêt, c'est hyper bénéfique pour la santé. Parce qu'en fait, pour faire un peu simple, pas parler trop scientifique, mais la surface terrestre, elle est hyper chargée en ions négatifs. Et nous, notre corps, il est chargé en ions positifs surtout. Et malheureusement, les ions positifs, le nom dit qu'ils sont positifs, mais ils ne sont pas si positifs que ça. Alors que les ions négatifs sont très importants pour nous apporter la relaxation, le bien-être, ça améliore la circulation sanguine, le système immunitaire, etc. Et en fait, quand on marche pieds nus sur Terre, on va se recharger en ions négatifs. Et du coup, il y a une super technique qui suffit juste d'enlever nos chaussures et d'aller marcher en forêt ou sur le sable, vraiment un endroit où on est connecté à la terre. Et moi, je sais que je fais ça le plus souvent possible. D'ailleurs, on l'a déjà fait ensemble. Et c'est tellement bénéfique pour la santé. Et c'est là qu'on se dit que tout est là déjà. La nature, elle est là constamment et elle peut nous aider toujours si on en a besoin. Et c'est vrai que quand on est dans la ville, on n'a pas du tout tendance à être lié à la terre. Et on est presque constamment avec nos chaussures, rarement pieds nus.
En même temps, tu vas pas enlever tes chaussures dans des rues, dans le jus de rue de Montpellier, ou avec le pipi des mecs bourrés de 1h du mat là qui traînent encore dans l'espace, tu sais. Et oui, j'avoue. Mais si on peut trouver un petit espace où juste il y a de l'herbe ou de la terre, eh ben, faut pas hésiter à s'y connecter. Ouais. Vraiment. Même dans les villes, il y a toujours des parcs, heureusement. Heureusement quand même qu'on a des parcs. Même à Sartrouville, il y avait des parcs. Et on peut toujours se connecter à la terre le plus souvent possible. Et pour se reconnecter aussi à notre propre nature. Parce qu'on oublie parfois, en fait, cet aspect naturel qu'on a en nous. Ça, ce truc de pieds nus, c'est très intéressant. C'est vrai que je l'ai pas soulevé, parce que je me suis pas étalé dans le partage de mon cheminement. Mais le truc pieds nus, moi, ça m'a très vite aidé. Déjà en Aikido on pratique pieds nus, donc le positionnement est très important, de comprendre comment presser le pied dans le sol, recréer la voûte sous le pied, tout ça. Donc ça c'est l'aspect technique, mais très vite quand on est en nature, quand on marche sur la terre, il y a une satisfaction, sentir l'herbe, sentir la terre, sentir les formes, en fait le pied s'adapte mieux, il a plus de liberté aussi pour se positionner. Quand j'allais à Biarritz des fois, c'est intéressant parce que la ville de Biarritz c'est quasiment, enfin elle est connectée avec l'océan. Donc très vite quand on sort de l'eau et tout, on peut très bien marcher quelques pas dans la ville pieds nus. Et c'est une ville qui est relativement propre comparée à d'autres en tout cas. Et les villes comme Biarritz ou quoi en bord d'océan, c'est les seules villes où j'ai retrouvé ce truc de marcher des fois un peu pieds nus dans la ville sans avoir l'impression de marcher dans des trucs trop sales quoi. C'était acceptable et très vite, même si tu marches un peu, que tu as les pieds un tout petit peu noirs, bah, tu te retrouves sur du sable, dans l'océan, tu marches un peu vite fait et puis tes pieds sont normaux. Ça leur fait du bien. Et je vous incite vraiment à trouver des endroits comme ça, soit des petits villages, soit des endroits qui sont proches ou quasiment sur l'eau pour marcher le plus souvent possible pieds nus. Et quand j'avais été à La Réunion avec mon ex aussi, ça c'était un des aspects que j'avais adoré. On est allé faire une randonnée, le col du Taibit. C'était assez long des fois. Et on montait. Il y avait quasiment les nuages qui touchaient le ciel, c'est comme ça, c'était trop beau. Et j'avoue, ça faisait un peu mal, mais des fois, quand on faisait des petites pauses, pieds nus là, j'étais en mode, oh, j'ai envie de continuer comme ça. Et je faisais encore quelques pas ou un petit kilomètre comme ça, juste pieds nus. Et j'adorais, je me sentais trop bien, juste les pieds connectés à la terre. Ça me permettait même de régénérer. Et moi, les chevilles, c'est un grand sujet, c'est assez sensible. Et j'ai toujours mieux récupéré avec les pieds directement sur le sol. Même mon système immunitaire, à force, des fois, quand il y avait des périodes où j'étais souvent à pieds nus, je sentais que mon système immunitaire il était plus fort, plus puissant. Donc je vous incite vraiment ouais, à ça, à garder les pieds en dehors de vos chaussures le plus souvent possible. C'est très très utile, tout ce qui passe par les pieds, c'est intéressant. Les nadis, il y a un exercice par exemple très simple où le matin vous vous levez, vous prenez vos pieds et vous frottez dessous parce que ça active les nadis. Et les nadis c'est des canaux qui sont reliés à tous les autres méridiens de votre corps. Donc frotter sous les pieds c'est frotter et activer l'énergie dans tout le corps. Donc ça voilà, c'est un petit tips aussi qui permet de comprendre que sous vos pieds il y a des points qui sont essentiels, qui sont connectés on va dire au magnétisme de la Terre. Et tu parlais d'ions positifs et d'ions négatifs. C'est T'as dit c'est pas les ions positifs sont pas si positifs que ça. En fait, moi comment je le vois, c'est que l'aspect positif dont tu parles, les ions positifs, c'est positif dans le sens où ça ajoute, tu vois, ça va faire plus. Et l'aspect négatif, ça enlève, donc ça va faire moins. Et c'est vrai que quand on a peut-être les pieds dans des chaussures, bon ça c'est pas scientifique, hein, s'il y en a qui m'écoutent, soyez pas là en mode mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie celui-là. Oui, c'est un peu des conneries, mais c'est ma vision. En fait, quand on a les pieds cantonnés dans des chaussures, à mon avis, on ajoute. Et donc, du coup, on déverse très peu. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on est submergé. Ça peut être des pensées, ça peut être l'accumulation de fatigue, des trucs comme ça. Souvent, on le ressent dans les pieds. On se tient debout sur nos pieds. Et tout ce qu'on accumule dans nos pieds, finalement, c'est que à base de charges positives, donc qui s'ajoutent les unes les autres. Et quand vous marchez sur terre et que d'un coup vous libérez vos pieds, cette charge d'ion négative en dessous, elle vient enlever. Donc en fait, c'est pour ça que vous vous sentez de plus en plus léger, à mon sens, et c'est pour ça que la terre est faite en fait. C'est pour pouvoir marcher et toujours recréer l'équilibre entre ciel et terre dans votre corps physique.
et votre corps physique il est sujet aux émotions, au mental que vous nourrissez et je pense que si vous nourrissez un certain mental, de certaines émotions et certaines activités et que vous gardez toujours des pieds fermés dans vos chaussures, soyez pas étonnés d'accumuler une sorte de pression au bout d'un moment qui fait que vous avez l'impression soit d'exploser de la tête, soit d'exploser de vos pieds quoi. Et prenez du temps pour peut-être faire des bains de pieds, soulager et après marcher sur la terre, marcher sur quelque chose de naturel, parce que ça va vous aider à rééquilibrer. C'est vraiment, vraiment très intéressant de l'expérimenter. Plus que d'en chercher les effets, d'aller sur internet, d'aller demander à des médecins ou des trucs comme ça. En fait, expérimenter. Là, c'est vraiment plus de l'ordre de l'expérimentation que vous ferez votre avis, que rester à distance de cette connaissance en disant hey, tu sais que c'est vraiment pas là, quelque chose qui vous apportera grand chose. En fait, ça vous apportera rien de juste en discuter comme nous on le fait là. Et c'est l'expérimenter qui vous apportera vraiment une connaissance de ça. Donc ouais, on vous y incite vraiment. Non, bah, je pense qu'on a tout dit hein. Par rapport à ça en tout cas. On pourrait parler encore des heures de toute façon, sur le sujet de la nature. Mais voilà, et c'est vrai que nos ancêtres étaient constamment reliés à la terre, en fait, reliés à la nature. Mais j'ai l'impression quand même qu'on apprend de plus en plus à se reconnecter aussi à la nature. Ouais. Et même tout à l'heure, tu parlais de la Lune. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que ça y est, on s'intéresse vraiment. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui parlent des effets de la nouvelle Lune, de la pleine Lune, etc. Et on se rend compte que ça joue beaucoup sur notre quotidien. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je remarque toujours qu'il y a des liens entre ce qui se passe dans mes émotions, dans mon corps, avec les cycles lunaires. C'est claqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des éruptions solaires aussi, peut-être que ça joue. Mais en fait, être connecté à la nature, c'est être connecté à tout ce qui nous entoure, connecté à tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, je sais pas... C'est vrai, ça peut être à un niveau très simple, comme on l'a dit, donc du petit pot de fleurs que vous avez sur la fenêtre, à un niveau cosmique en fait, avec les étoiles. Il y en a qui se basent beaucoup là-dessus, l'astrologie, les trucs comme ça. S'il y a des étoiles qui vous parlent, s'il y a des choses en fait qui, à l'extérieur, vous appellent et qui est d'ordre naturel, un élément, le feu, l'eau, le vent, essayez de rester pleinement connecté à ça et de vous y intéresser, quoi. Très bien. Donc juste avant de conclure, je voudrais revenir sur un aspect, tu as parlé tout à l'heure du confinement. Et un aspect qui a été très marquant pendant le confinement, c'est du coup la nature, comment elle s'est développée, comment elle a changé en très très peu de temps. Et du coup, pour emmener à une conclusion, déjà je vous ai dit que j'avais été à la Grande Motte et que ça m'avait fait un truc un peu artificiel. J'étais là en mode non, bof, pas ouf quoi. Mais sachez que pendant le confinement, j'ai été à la Grande Motte de nouveau avec mon frère et Agathe, du coup, ma collègue. Et quand on était là-bas, justement parce que j'avais connu les filles et tout, et que j'avais retrouvé ce rapport avec la nature et du fait de communiquer avec, quand j'étais à la Grande Motte et qu'il y a eu le confinement, vraiment, il faisait beaucoup moins d'efforts, il tenait pas tout droit, tout au carré et tout. Et à la Grande Motte, c'est très très vaste, il y a de grands espaces, et il y a plein de petits parcs de partout, même entre les résidences et des trucs comme ça. Et là où j'ai été frappé, c'est de voir que la mer, déjà, elle reprenait une couleur bleue quasiment turquoise. Et les parcs et tout, ils redevenaient abondants de végétation. Et c'était trop beau. Et à ce moment-là, je me souviens avoir reconnecté avec un aspect de la nature qui me plaisait moins et qui m'avait même fait souffrir et pleurer parce que j'étais là en mode mais non, il n'y a pas mes reliefs, il n'y a pas tout ça. Et je m'étais dit ok, intéressant parce que là d'un coup tu le vois avec un nouvel œil et même tu kiffes la Grande Motte. Tu trouves ça trop beau. Même si c'est créé de la main de l'homme, finalement, tu es en mode c'est beau comment la nature elle s'adapte aussi à l'homme, l'interaction qu'il y a entre l'homme et la nature, c'est très intéressant. Donc, même si des fois il y a des zones ou des endroits où vous vous dites j'aime pas, où c'est vide, où ça sert à rien, en fait, intéressez-vous de plus près à cet espace de nature parce que, avec de l'intérêt, il peut prendre une forme tout à fait nouvelle et refléter un truc encore plus beau. Donc, ouais, je voulais conclure là-dessus pour vous apporter un peu une finalité de cette anecdote de la nature. On a quand même beaucoup discuté. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est très intéressant ce qui se passe quand on discute de ce genre de choses et on aura peut-être plus de choses à dire la prochaine fois. En tout cas, merci pour cette écoute. C'était cool pour nous de vous emmener dans plus de background, plus de nos histoires. Comme ça, vous nous connaissez un peu mieux. Vous voyez que on a aussi la capacité de tirer
une certaine philosophie de nos interactions avec ce qui nous entoure, qui n'est pas forcément de l'ordre du yoga ou de la sophrologie. Ça nous a dû bien sortir un peu de ça, je trouve, parce qu'on a tous un lien avec la nature et on voulait en parler. Donc on vous incite à faire de même, on vous incite aussi à partager vos retours. On mettra le lien du Discord dans la description, vous verrez, il y a un endroit sur le channel où vous pourrez parler de tout ça, ou échanger. On mettra aussi les liens, les références qu'on vous a partagé vite fait dans ce podcast. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast en ligne avec HMK au sujet de Chrysalis. On est très heureux de faire tout ce partage. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bisous bisous.